Est-ce que tu es sûr? Salut à tous. Ça y est, je pense qu'on est en direct là. Yes. Bonjour à tous. Hello. Bonjour. Alors, on est déjà 16, yes. Les inscrits arrivent doucement. Bonjour à tous. Faites-nous des petits coucous dans le chat, ceux qui sont là. Marjorie. Salut Marjorie. Coralie. Hello. Sur la table. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est ravis de vous avoir avec nous. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte aussi. Il est 11h01, donc on va prendre une petite minute avant de commencer. Salut à tous. Bon, pour rappel, si vous êtes là, je pense que vous le savez, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet top actualité, c'est le retour au bureau. Et on va voir quelles sont les clés qu'on va pouvoir aussi vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez définir votre stratégie de travail hybride. Donc, si vous êtes là pour ça, c'est très bien, on va en parler. Encore un petit peu de temps. Alors, il y a qui? On va regarder les participants. Qu'est-ce qu'on connaît? Sandrine Toussaint, qu'on connaît. Floriane aussi. Hello Floriane. Trop cool. Ok, bon déjà pour ceux qui connaissent Livestorm, ça sera peut-être de la redite, mais pour ceux qui connaissent un peu moins la plateforme et le format, n'hésitez pas à nous partager tout au cours du webinaire vos remarques, vos feedbacks et nous envoyer vos good vibes dans la partie chat, comme vous êtes en train de le faire là maintenant. Dans l'onglet questions aussi sur la droite, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous pouvez vous poser tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau, soit on va aussi dédier 10 minutes à la fin du webinaire justement pour un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans l'onglet dédié. Et dans la partie sondage, vous voyez le troisième onglet, c'est sondage. On va aussi interagir avec vous. C'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi. Donc, n'hésitez pas. On vous précisera quand ce sera le moment de répondre au sondage. On aura normalement 3 dans l'heure. Donc, il faudra juste vous rendre dans l'onglet sondage et répondre du coup aux petites questions qu'on aura pour vous. Je pense qu'on peut commencer. Yes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on a la chance d'être avec Ulysse Digo et Tom de Café. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de vous présenter rapidement directement. Ça marche. À toi l'honneur, Tom. Vas-y. Très bien. Donc, je m'appelle Tom Nguyen et je suis cofondateur de Café, une application que j'ai montée avec mon grand frère qui aide les employés à prendre la décision de où est-ce qu'ils souhaitent travailler et où est-ce qu'ils devraient travailler en fonction d'un tas de données dont je pourrais vous parler plus en détail tout à l'heure. Ok, trop cool. Et moi, je suis Ulysse, je suis cofondateur d'Igo. On travaille sur pas mal de sujets RH Orga avec des boîtes, elles peuvent être des startups, des scale-up, des boîtes de conseil beaucoup aussi, et bientôt certainement des grands groupes. L'idée, c'est qu'on a envie de démocratiser une approche que nous, on appelle People Ops, qui est une approche DRH, mais qui est une approche RH en mode tech et produit. Et l'objectif, ça reste d'aider les boîtes à mieux recruter des stars et à créer un environnement qui va permettre à toutes les équipes de travailler ensemble, d'innover ensemble, etc. Ce n'est pas forcément chose facile tout le temps. Super. Merci à tous les deux. En tout cas, ravi d'animer ce webinaire avec vous. Pareillement. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous disais, on va parler de travail hybride. Mais déjà, avant toute chose, peut-être se rappeler un petit peu ce que ça veut dire hybride. Déjà, l'hybridation, dans sa définition, on va dire propre, ça consiste à s'adapter à son environnement sans forcément non plus tomber dans des extrêmes ou dans une adaptation qui va être totale. Et là, aujourd'hui, dans notre contexte, on va parler de modèles de travail hybride, c'est-à-dire des modèles qui vont pouvoir mixer une partie de travail présentiel et une partie de télétravail. Donc à ce sujet, je vais vous partager quelques chiffres clés et les dernières nouvelles.
Donc, d'après des études qui sont menées par Microsoft depuis 2020 et qui sont encore poursuivies aujourd'hui en 2021, on se rend compte qu'il y a près de 90% des dirigeants qui disent être prêts à adopter durablement le travail hybride. Et dans ce sens, les collaborateurs sont aussi en phase avec ça, puisqu'ils préfèrent un modèle flexible et voudraient passer un tiers de leur temps en télétravail et 2 tiers de leur temps en présentiel. Donc, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté finalement de favoriser le travail hybride. Mais il y a quand même un mais, c'est que malgré tout ça, 64% des managers estiment ne pas avoir appris à bien déléguer à distance et 37% des dirigeants avouent avoir du mal à conserver le lien social à distance. Donc on se rend compte voilà, qu'il y a cette volonté, mais aujourd'hui il y a un manque peut-être de posture, de pratique ou d'outils pour justement pouvoir mettre en place durablement une stratégie hybride. On se retrouve face à plusieurs enjeux et l'objectif c'est qu'on puisse les aborder ensemble aujourd'hui. Ces enjeux ils sont triples d'après nous. Déjà il y a le fait de trouver la bonne combinaison entre télétravail et présentiel pour pouvoir satisfaire tout le monde, c'est pas chose facile. Ensuite, un autre enjeu, c'est de pouvoir accompagner les populations de l'entreprise pour faire accepter le changement. Et enfin, c'est comment on va faire pour développer les bonnes méthodes et quels sont les bons outils à utiliser pour favoriser la mise en place d'une stratégie hybride. Et ça, ce sont des enjeux finalement qu'on rencontre tous. J'imagine que ce sont des choses qui vous parlent à vous aujourd'hui. Ça tombe bien, on va en parler. Et pour vous donner quelques exemples aussi, c'est un peu ce qu'on appelle les dernières nouvelles. Je citais Microsoft tout à l'heure et ils montrent l'exemple en permettant à leurs employés de pouvoir travailler de chez eux. Mais ils réouvrent là doucement certains bureaux pour pouvoir laisser aussi l'option aux collaborateurs de se retrouver en présentiel s'ils le souhaitent et lorsqu'ils le souhaitent. Renault a récemment partagé et diffusé sa stratégie aussi au grand public et du coup, ils se sont positionnés sur une stratégie hybride qui répond directement aux attentes des salariés et qui va prôner plus de flexibilité dans l'organisation personnelle du travail. Donc là, Renault a décidé de donner aux collaborateurs 2 jours minimum de télétravail par semaine, mais ils doivent quand même maintenir un taux de 20% du temps de travail en présentiel par mois. Après, ils sont libres, encore une fois, de pouvoir le gérer comme ils le souhaitent et s'organiser comme ils le souhaitent. Donc là, je vous ai donné l'exemple de grands groupes. Ça peut parler pour certains, mais ça peut aussi ne pas forcément faire écho pour d'autres. Donc, pour vous donner aussi le cas d'une start-up qui est en pleine croissance, l'exemple de Side, qui a également récemment présenté sa nouvelle organisation hybride. Chez Side, le télétravail, ça reste la règle principale, mais un petit bureau dans Paris qu'ils ont appelé le Hub Central va ouvrir et va pouvoir accueillir entre 50 et 70% de l'équipe quand ils en auront besoin. Il y a d'autres plus petites structures comme Assess First qui, eux, restent sur une politique full remote. Et pour le coup, ça a l'air de convenir aux collaborateurs. Et justement, le fait que ça convienne ou non aux collaborateurs, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait encore aujourd'hui. Parce que, on est en train de mettre des choses en place. Il faut un certain temps pour pouvoir suivre et mesurer du coup la satisfaction des collaborateurs. Mais pour certaines entreprises, on a déjà des retours, et c'est notamment le cas d'Apple, qui a aussi diffusé sa stratégie et qui met fin au 100% télétravail et qui a annoncé là récemment une reprise de 3 jours par semaine, voire même 5 jours par semaine en présentiel selon les métiers. Et en fait, suite à cette annonce, les salariés ont vraiment exprimé leur mécontentement et il y a vraiment des démissions qui sont à craindre là aujourd'hui chez Apple. Parce qu'ils dénoncent un décalage entre la manière dont l'équipe dirigeante conçoit le travail hybride et les expériences qui sont réellement vécues par les employés en interne. Donc en fait, on se rend compte au travers de ces différents exemples, c'est fait exprès qu'on vous partage des exemples de scale-up, de grands groupes, etc. Pour vous montrer en fait qu'il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas un modèle absolu ou mieux qu'un autre. Ça va vraiment le choix de cette stratégie va dépendre de votre contexte et de votre culture. Mais en fait, ce choix, il va quand même être déterminant et il va avoir un vrai impact sur votre entreprise. Et ça, Microsoft, il le met d'autant plus en avant dans ses dernières études, lorsqu'il nous partage notamment que 41% de la population active est prête à quitter son poste et 54% des nouvelles générations sont aussi prêtes à quitter leur job si justement une stratégie hybride qui corresponde à leur style de vie et à leurs valeurs n'est pas mise en place. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a vraiment des conséquences qui peuvent être fortes derrière et que du coup, la mise en place de cette stratégie hybride, elle va être essentielle pour attirer et pour retenir les différents talents.
Là, je vous ai donné vraiment un gros contexte pour que vous compreniez dans quoi on se lance aussi. Et là, ce qui m'interroge, moi, c'est de savoir un petit peu, vous, de votre côté, quel est votre enjeu aujourd'hui. C'est le premier sondage qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas à vous rendre, du coup, dans le 3e onglet. Et je pense que, Ulysse, tu devrais pouvoir soumettre le vote à nos participants pour qu'ils puissent doucement nous partager leur enjeu actuel. Alors non, je peux pas, étonnamment. Soumettre le vote. Non, je peux pas. Publier le sondage. C'est toi qui peux? Ah voilà, soumettre le vote. Ah d'accord. Non, mais le. Voilà, j'ai publié, donc vous devriez le voir et pouvoir du coup y répondre en live. Pendant ce temps, n'hésitez pas à répondre, prenez quelques instants. Et pendant ce temps, moi j'ai envie de poser une question à Tom. Tom, avant de monter Café, tu t'es intéressé toi au retour d'expérience de ton écosystème. Et du coup, ma question c'est à qui tu as eu l'occasion de parler, qui est-ce que tu as pu interroger et qu'est-ce que tu as pu aussi apprendre de tes investigations? Alors, j'ai parlé avec approximativement 200 personnes pendant l'été dernier, donc il y a un an. Dans notre démarche, il était vraiment important qu'on discute avec beaucoup de personnes différentes, donc des managers, des fondateurs, des équipes RH, des équipes Office Management and Workplace, des employés, pour essayer de comprendre réellement à quoi allait ressembler ce fameux retour au bureau et un peu ce retour à la normale. Et les problèmes qu'on a pu identifier, c'était que globalement, quand les bureaux ont réouvert en mai 2020, les managers, ils n'arrivaient pas à voir leurs équipes. C'est-à-dire qu'il y avait ce manque de visibilité, de savoir qui allait être où et à quel moment. Donc très rapidement, la majorité des entreprises avec lesquelles j'ai pu discuter ont mis en place des solutions, mais qui malheureusement manquaient d'engagement et donc ne fonctionnaient pas vraiment. Donc il y a eu des fichiers Excel, donc spreadsheet. Il y avait des sondages au quotidien qui étaient faits pour savoir qui allait venir, qui n'allait pas venir. Et la première problématique, en fait, c'était que les employés avaient besoin de flexibilité d'une part et de simplicité, donc d'avoir une solution simple avec laquelle interagir, mais surtout de voir dans le futur quels allaient être les jours où il allait avoir de la place au bureau. Donc, dans un modèle flex office, il y a forcément moins de bureaux que d'employés. Et quels allaient être les jours les plus intéressants pour eux. Donc, les jours où il y allait avoir les membres de leur équipe ou pas. Ce qui était assez drôle, c'est que j'ai même discuté avec certaines personnes qui m'ont dit que eux, dans leur problématique, il y avait le fait de pouvoir savoir, de gérer les stocks de plats à la cantine, de qui allait venir manger ou pas au bureau pour éviter de faire du gaspillage. Et d'ailleurs, même en parlant de gaspillage, la deuxième autre problématique que les entreprises ont rencontrée, c'était le fait que les bureaux sont la deuxième cause de dépenses la plus haute après les salaires. Sauf que là, il y a eu plein de tours à la Défense ou ailleurs qui étaient désertés ou étaient sous-utilisés. Donc, il y avait vraiment une problématique d'optimiser l'espace, potentiellement de déménager. Mais pour ça, il fallait avoir les bonnes informations. Et à chaque fois que je parlais avec des interlocuteurs différents, ils disaient on veut réduire notre espace, mais on ne sait pas exactement combien, à quel horizon on devrait déménager ou pas. Donc ça faisait partie des problèmes. Et parmi donc les 200 personnes avec lesquelles j'ai discuté, il y avait aussi une crainte qui était assez globale, c'était la perte de productivité. Donc on ne savait pas vraiment si le télétravail allait ramener de la créativité, la productivité en plus ou aller la réduire. Et surtout, la deuxième autre grande crainte des équipes RH, c'était toute la partie l'engagement des collaborateurs. Donc, de savoir que quelqu'un qui ne va pas venir au bureau, qui ne va pas voir ses collègues, qui ne va pas être dans un environnement tout simplement où la mission de l'entreprise, les valeurs, la culture allaient le pousser à faire plus, ou en tout cas à faire sa mission, c'était une réelle crainte pour eux. Donc, globalement, toute cette période, pour nous, dans les 200 personnes et 200 entreprises qu'on a pu sonder, ça nous a mis en valeur deux grosses opportunités. La première, c'était le fait de pouvoir réduire un peu ce churn d'employés et d'être sûr que tout le monde soit assez engagé, et de réduire aussi ce gaspillage un peu immobilier d'avoir d'énormes locaux qui sont sous-utilisés, donc pas optimisés. Et tout ça, ça s'est traduit par une opportunité d'apporter de la flexibilité aux employés et donc d'une certaine manière de la qualité de vie au travail. Ok, super intéressant. Franchement, juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont dit que le fait que leurs équipes soient à distance a baissé la productivité? Alors, au tout début, oui. Ouais. Puis après, au fur et à mesure des semaines et des mois, ils se sont rendus compte que non, en fait, c'est bien, c'est OK. Et limite, après, c'était mieux. Et nous, la grosse chose qu'on a compris et qu'on a découvert, c'est que la productivité, globalement, est restée stable, voire peut-être même augmentée dans certains cas.
Par contre, c'est la créativité qui a pris un coup. Et ça, c'était vraiment une grosse problématique parce que vu que les gens ne se voyaient pas, il n'y avait pas toutes ces sessions brainstorming ou comment on veut les appeler. En tout cas, il n'y avait pas ces discussions un peu créatives et ces sessions où on essaye de se challenger ensemble, quoi. Ouais. Ok. Ouais, complètement. En fait, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup appris aussi de cette période, mais qu'il y a des choses qu'on a perdues et notre quotidien, il a été complètement bouleversé. Mais aujourd'hui, on espère en sortir et trouver des solutions du fait de pouvoir capitaliser et tirer des leçons du passé. Et du coup, mais par rapport à toutes ces informations que toi, tu as pu récolter, quels sont quel est le bon choix, on va dire, de modèle de travail à adopter selon vous, selon tous les deux et avant de répondre à cette question, je me permets de lancer aussi un deuxième sondage pour savoir de votre côté, dans l'audience, vous en êtes où dans la mise en place de votre stratégie de travail et comme ça, au travers aussi de vos réponses, on va pouvoir vous donner un petit peu des clés pour savoir comment on va faire pour choisir le bon modèle hybride. Alors, au niveau des sondages. Yes. Vous voyez sur l'agenda, on ne vous l'a pas forcément présenté, mais ça, c'est les sujets qu'on va traiter. Donc, les chiffres clés, on en a parlé. Là, on va parler du bon modèle hybride. Après, on va voir comment faire adopter ce changement, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'arrivait pas à faire adopter ce changement. Et après, pour Christophe, on va parler aussi de comment on garde une capacité d'innovation importante, même si, sur le long terme, parce qu'à court terme, ça va, mais sur le long terme, comment est-ce qu'on va continuer à innover pour ça? Yes. Tout à l'heure, Morgane, tu posais la question comment choisir le bon modèle de travail. Et on parle tout de suite d'hybride. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que on se pose la question, même avant le modèle hybride, de quels sont les modèles disponibles, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Et nous, dans la recherche qu'on a menée, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment 3 familles de modèles. On a le modèle full office, donc 100% retour à la norme comme avant l'époque du Covid. Il y a le modèle full remote dont tu parlais tout à l'heure avec Assess First, je crois. Donc vraiment 100% télétravail. Et il y a le modèle hybride qui, en fait, d'après nos recherches et d'après la plupart des médias, va concerner la majorité des organisations et des entreprises. Selon nous, en tout cas chez Café, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a pas de modèle qui s'adapte à tout le monde pour l'hybride. C'est quasiment impossible de trouver une politique hybride qui fonctionne dans tous les cas, pour toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs, etc. Et si l'entreprise souhaite partir sur un modèle hybride, ce qu'il faut prendre en compte au moment de la création un peu de cette politique, c'est le secteur d'activité. Donc, est-ce qu'il y a des équipes qui sont forcées d'aller sur place un certain nombre de jours dans la semaine, ou peut-être même en 100%, et donc d'éviter un peu le fait d'avoir 2 sections, voilà, un peu les cols blancs qui peuvent choisir et les autres qui doivent forcément aller sur place, de voir la seniorité des équipes en gardant en tête que c'est vraiment important pour la cohésion et pour la culture quand on onboard un nouvel employé, de s'assurer que la personne est correctement a les bonnes clés en main. Donc, c'est pas la même chose d'embaucher une nouvelle personne qui est junior ou alors qui a déjà 10 ans et qui est consultant et qui a déjà un niveau d'adaptabilité très haut. Et je pense que le plus important, c'est d'être attentif aux besoins des équipes avant de constituer toutes ces bonnes ces règles, on va dire, ces règles de vie de bonne entente. Donc, le plus important, c'est que chacun puisse donner de la visibilité sur ce qu'il compte faire, sur son planning, et globalement de prévenir, voilà, qu'est-ce que je dois faire en cas de changement de dernière minute, combien de temps à l'avance je dois demander si j'ai besoin de poser un jour de congé, si j'ai besoin de venir en remote, si j'ai besoin, voilà, au dernier moment de dire, au lieu de venir en physique, je vais devoir travailler à distance parce que X, Y, Z. Quelles sont les raisons recevables? Est-ce que un plombier qui passe, c'est OK? Ou est-ce que prendre mon colis Amazon, c'est OK? Ou sinon, non, c'est plutôt des rendez-vous médicaux ou autres. Et tout ça, en fait, c'est un ensemble de règles qui va dicter une bonne politique comprise par les collaborateurs et du coup appliquée. Et donc, il y a vraiment deux moments. C'est comment est-ce que je la fais comprendre et comment je la fais appliquer après derrière. Ouais. Complètement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très important que ces règles soient écrites, claires, communiquées et qu'elles soient pensées en amont. Et du coup, c'est un vaste programme quand même de choisir sa politique de travail hybride. On en avait parlé avec certaines personnes qui l'avaient annoncé et qui étaient un peu en stress avant de l'annoncer en disant voilà comment ça va être perçu. Et on l'a vu avec certains de nos clients, ils se disent voilà, comment est-ce que je vais mettre ces bases-là. La première chose à faire, selon nous, c'est il faut choisir un bon lead pour gérer la question. Un bon lead, ça va être quelqu'un qui a une forte maturité business, ça veut dire quelqu'un dans votre équipe RH ou dans une autre équipe, peu importe, qui va avoir une forte maturité business, c'est-à-dire qui comprend les enjeux de l'entreprise d'un point de vue business, parce qu'il va falloir trouver un modèle qui correspond à ça, mais qui comprend aussi les enjeux people. Ça veut dire
voilà, qu'ils disent pas juste il faut qu'on ait de la productivité, du coup tout le monde vient. Ok, il faut qu'il y ait la productivité, mais il faut aussi qu'on garde nos équipes, qu'on ait des assets pour recruter, qu'on ait un cadre de travail qui soit intéressant, etc. Donc il faut avoir cette double compétence, business et people. Idéalement, nous, on préconise aussi des gens qui ont de l'expérience en change management parce que vraiment, euh, si vous faites quelque chose, si vous pouvez choisir une formule qui va plaire aux équipes et qui va pas du tout plaire aux exécutifs, ou l'inverse, où les middle managers vont pas forcément s'y trouver. Donc, c'est important d'être pédagogue dans cette approche-là. Ça peut être quelqu'un d'interne, d'externe, ça peut être quelqu'un des RH ou pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit extrêmement volontaire. Et on a remarqué aussi qu'une fois qu'on a choisi le bon lead par rapport à ça, quelque chose qui est très important, c'est tout de suite, avant de lancer la moindre stratégie, bah, c'est ce que tu viens de dire, hein, exprimer, enfin laisser les équipes s'exprimer aussi. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est voilà, on lance un questionnaire qui permet de, en gros, connecter le besoin des équipes avec la nouvelle stratégie. Et le seul moyen de faire ça, c'est pas en se disant au doigt mouillé, oui, oui, je pense qu'ils veulent ça. C'est en leur demandant. Donc nous, ce qu'on propose, c'est on partage un questionnaire, on va demander le rôle de la personne. Est-ce qu'il fait partie des équipes? Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un exécutif, par exemple? Ou alors quelle équipe, etc. Et le fait de demander ça, ça va nous permettre de pouvoir segmenter les réponses et de comprendre, OK, les équipes veulent plutôt ça, les managers veulent plutôt ça, ils ont peur de ça, etc. Intéressant aussi de demander qu'est-ce qu'on a gagné avec le télétravail. Donc comme ça, on va se rendre compte de, OK, c'est important, pourquoi. Mais aussi, qu'est-ce qu'on a perdu avec le full télétravail. Parce que là, on est dans on était dans un cadre où on était plutôt en télétravail et là, on va leur demander peut-être de revenir un petit peu. Du coup, il faut aussi comprendre qu'est-ce que les personnes ont pu perdre pour pouvoir après avoir justifié, dire voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de revenir 2 jours au boulot, par exemple, si c'est ça votre stratégie. Et après, ce qui est intéressant, c'est de proposer 2-3 formules. Donc, c'est-à-dire dans le questionnaire, donc on demande le rôle, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, et de proposer des formules qui sont très construites, donc où les gens vont pouvoir dire je me sens plus à l'aise avec cette formule, ou alors de prioriser les formules. Et ça va être intéressant parce qu'on va avoir vraiment des retours. Ça montre qu'on est déjà en train, c'est pas juste, on se pose la question, on est perdu, mais ça montre en tant que lead de ce changement que on a des choses en face. On peut stipuler que ces formules peuvent complètement changer en fonction des réponses qu'on a. Et ces formules, tu l'as dit Morgane tout à l'heure, elles peuvent être composées par plusieurs facteurs. Ça peut être le nombre de jours de télétravail / le nombre de jours en présentiel. Ça peut être, est-ce qu'il y a une banque de jours, je crois que c'est chez Renault où ils ont ça, ils ont une formule plus, ils ont 20 jours dans l'année qu'ils peuvent mettre un peu comme ils veulent avec leur manager. Ça peut faire partie de la formule. Est-ce que c'est une validation par manager ou alors c'est globalement tout le monde est logé à la même enseigne? Donc on vient, par exemple Apple a dit, on vient le mardi, le mercredi et le jeudi, je crois. Il y a d'autres boîtes qui disent c'est en fonction de vos managers. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre dans ces formules-là et qui peuvent être intéressantes. Et important de garder quelque chose en tête, et on l'a vu l'exemple avec Apple, il y a eu une grosse réaction de la part des employés parce qu'ils ont dit, en gros, on n'est pas écouté. Parce qu'en gros, les mecs, les gens d'Apple disaient, les managers d'Apple disaient, oui, on sait que c'est important pour vous, alors que les mecs étaient, non, en fait, c'est pas tellement important pour vous, c'est pas important pour nous, c'est important pour vous. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est pas de bullshit. Surtout dans votre communication, ne dites pas que, faites-les vraiment par rapport aux réponses aux questionnaires que vous avez et assumez aussi, vous avez une vision en tant qu'entreprise, vous avez des objectifs. C'est normal de demander des choses à ses employés parce qu'on les paye. Donc, il faut assumer, si vous avez envie qu'ils reviennent, assumez que ce soit aussi pour les bienfaits de l'entreprise. Sinon, en fait, ça va pas forcément être très bien perçu. Si vous captez des problèmes via le questionnaire aussi, c'est pas parce qu'il y a des problèmes que ça se règle en ramenant forcément les gens in-office. Donc, s'il y a des problèmes, par exemple, on a perdu notre capacité d'innovation, posez-vous la question, OK, quelles peuvent être les différentes options qu'on peut voir? Donc ça, on va le voir juste après. Et c'est pas forcément en chaque problème, la réponse, ça va être ramener tout le monde à la maison et ça va mieux marcher. Et ça, c'est un peu un réflexe qu'on peut avoir, mais il faut essayer de se battre contre ça. Et autre chose qui peut être intéressante, c'est quand vous annoncez votre stratégie de travail hybride, n'hésitez pas à dire que c'est une expérimentation. Ça vous couvre sur le fait que ça vous empêche de dire oui, on part sur 10 ans comme ça. Non, en fait, pas forcément. On n'est pas sûr, il y a des choses à tester. On va faire une expérimentation sur tant de mois et voici ce qu'on va mesurer. Et ça peut aussi justifier le fait que vous pouvez demander à vos employés, à vos managers, etc., de faire un nouveau type de reporting. Par exemple, est-ce qu'on a une capacité d'innovation qui est bien? Est-ce que vous sentez toujours un fort sentiment d'adhérence à l'entreprise? Est-ce que vous êtes toujours connecté à la vision? Bref, ça, c'est important
à partir du moment où vous lancez une expérimentation, comme pour toute expérimentation, qu'on puisse mesurer et du coup de penser aux outils de mesure qui vont faire que vous allez pouvoir vous rendre compte si cette expérimentation est bénéfique ou négative. Il faut absolument être capable de mesurer, donc ça se prévoit en amont. Yes, complètement. Et merci Marjorie nous partage aussi sa démarche à elle qui est de demander directement en interne comment les gens s'organisent au quotidien, ce qui est important pour eux en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est exactement du coup ce qu'Ulysse partageait. Et je pense que c'est vraiment l'étape cruciale aussi justement pour pouvoir mettre des choses en place déjà effectivement de manière peut-être expérimentale au début, mais en tout cas peut-être des choses qui vont pouvoir durer dans le temps et satisfaire un maximum de personnes. Là, du coup, au travers de ce que tu nous partageais, Ulysse, merci à tous les deux pour vos partages. Et on commence déjà à entrevoir comment on peut concevoir, sur quels vraiment critères on peut concevoir une stratégie hybride. Et là, voilà, l'objectif, ça va aussi de pouvoir rentrer dans des tips encore plus concrets. Mais là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir de votre côté, dans les participants, quelle est la difficulté principale que vous rencontrez aujourd'hui face à la mise en place de votre stratégie de travail hybride. Dans le sondage précédent, vous étiez quand même plusieurs à nous partager le fait que vous étiez soit en réflexion, soit en cours de déploiement de cette stratégie et que vous étiez notamment ici, pour la grosse majorité d'entre vous, pour faire de la veille, pour anticiper les risques et pour vous inspirer des meilleures pratiques. Donc, du coup, je vous repartage le troisième et dernier sondage, du coup, dans le troisième onglet, comme tout à l'heure. Et pendant que vous allez y répondre, du coup, je pose la question à nos invités. Une question qui est clé, c'est comment, une fois qu'on a commencé un petit peu à mettre en place ces choses-là, comment on fait pour faire adopter le changement auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise? Ouais, carrément. Je peux y aller si vous voulez. En gros, il y a vraiment cette question-là. Non, on l'a remarqué. J'étais en train de regarder le sondage et apparemment, il y a des personnes qui peuvent freiner aussi. Il y a 2 personnes qui ont dit que les managers freinent. Donc, généralement, c'est pas forcément les équipes qui freinent. Ça peut être les managers, ça peut être les execs. Enfin, ça peut être un peu tous les cas de figure. Le plus important, à mon sens, pour bien faire adopter le changement, organiser un point où vous allez réunir les équipes. Ça sert à rien d'envoyer par mail, à mon sens, le plan. Voilà, à partir de maintenant, il va se passer ça. C'est ce que la plupart des entreprises font. Alors, j'ai des exemples où c'est des énormes cabinets de conseil, donc a priori c'est normal et encore. Moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir le leader de l'organisation avec le leader de cette transition qui organise un événement. D'ailleurs, cet événement peut être physique aussi, où justement on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir peut-être boire des bières et manger des pizzas par exemple, c'est ce qui peut être aussi sympa. Mais l'objectif, c'est de remettre à plat les enjeux. Il y a des enjeux par rapport à la vision de l'entreprise. L'entreprise a certainement envie d'atteindre un but, a priori. Il y a des enjeux par rapport aux people. On a envie que les gens se sentent bien, qu'on a découvert un nouveau format, qu'on a toujours envie de recruter les meilleurs talents, etc. Il y a des enjeux qui sont business. On a pour objectif d'aller conquérir ce nouveau marché, on a pour objectif de développer de nouvelles offres, etc. Et il y a des enjeux par rapport à la concurrence. Voilà. La concurrence est peut-être en train de monter, il y a peut-être... voilà. C'est important de remettre à plat ça pour expliquer le nouveau modèle. Ça sert à rien de juste dire, voilà, le nouveau modèle sera ça, point. Il faut arriver à connecter avec le why, il faut arriver à faire en sorte que les gens comprennent quel est votre enjeu aussi en tant que business owner ou en tant que RH par exemple. Ça, c'est très important. Et après, vous pouvez faire un focus particulier sur les populations qui sont les plus craintives. Et ça, vous allez le savoir grâce au questionnaire dont je vous ai parlé juste avant. Donc, une fois que vous lancez ce questionnaire, vous allez pouvoir voir quelles sont les populations qui ont le plus de mal avec les différentes formules. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un focus particulier sur eux. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des managers, parce que vous le prenez, ils vont avoir un rôle extrêmement important dans le futur et même maintenant. Pourquoi ? Parce que ils ont des responsabilités qui sont extrêmement fortes. C'est eux qui vont faire en sorte que les équipes puissent interagir et voir qu'ils vont faire le lien entre différentes équipes. Et ils sont aussi incentivés par rapport à la performance des équipes. Donc, c'est normal qu'ils aient envie que leurs équipes performent. Et à la limite, tant mieux. Donc, il faut absolument écouter leurs doutes, à mon sens, et noter ces doutes dans un compte-rendu qui va être partagé de manière transparente. Comme ça, on montre que c'est bien, qu'on s'est bien acté, et voire même qu'il y a un plan d'action derrière ça. Je trouve ça intéressant de les former à la facilitation en remote si ce n'est pas déjà fait. Alors, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça.
mais peut-être que les entreprises n'ont jamais eu le temps de le faire. Il y a des outils qui sont extrêmement bien, Miro, enfin, je vais pas tous les citer, Café, on vous fera une démo juste après, mais c'est intéressant de dire, voilà, il va y avoir vraiment, on va devoir faire en sorte de continuer à innover, et du coup, on va vous donner toutes les clés pour faire ça. Ça va montrer que l'organisation fait aussi un pas vers eux. Et je trouve ça intéressant d'avoir un coach aussi qui peut les aider à optimiser leur job selon leur contexte. Par exemple, on a vu des équipes où ils nous disaient on a un vrai problème de delivery. Et du coup, là, on arrivait en tant que coach, mais ça peut être un coach interne, un coach externe, enfin peu importe. On arrivait en disant voilà, on regardait comment ils travaillaient et on leur donnait des clés avec un point de vue externe pour qu'ils puissent améliorer ce delivery et qu'ils puissent se rendre compte que même à distance, ça le fait. Il y en avait d'autres, c'était problème de communication. Donc, on a mis en place des instances et des cérémonies pour qu'ils puissent faire ça. Donc, à mon avis, voilà, c'est très important. Il faut, tout ce que je vous ai dit. Et la dernière chose aussi, on a vu qu'il y avait des exécutifs. Il y a encore des boîtes ils étaient tous au bureau. Et très peu de remote, même si c'était pas très légal ou quoi, enfin peu importe, parce que les exécutifs se disaient, ok, on est en train de scaler, il faut que les gens soient autour de nous, etc. Donc ça se comprend complètement. Et si vous êtes le leader RH, du coup, par exemple, qui mettait en place cette stratégie de travail hybride, c'est hyper intéressant de faire une learning expedition, ou en tout cas de faire au moins rencontrer le fondateur de votre boîte ou les exécutifs avec d'autres exécutifs d'autres boîtes qui ont réussi à faire cette transition pour peut-être les rassurer, pour leur faire prendre conscience que tout se passe bien. Par exemple, chez Payfit, tout se passe bien alors que c'est une boîte qui a des énormes objectifs business et que là, leur stratégie, c'est en gros, tout le monde fait comme il veut. Et peut-être qu'ils utilisent Café, d'ailleurs, je sais pas, ils pourraient l'utiliser. Mais il faut juste qu'ils aient de la visibilité sur qui vient, etc. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de faire en sorte que les exécutifs puissent rencontrer d'autres exécutifs qui ont fait des choix qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas pour pouvoir les rassurer. Donc voilà, c'est comme ça que je ferai pour faire adopter le changement. Alors, je pense que tu as dit vraiment beaucoup de vérité. Moi, je rajouterais vraiment deux petites choses. Je pense que le plus important, c'est de commencer petit et d'itérer pour essayer de créer des champions ou des ambassadeurs auprès des équipes qui sont les plus engagées sur le modèle que, en tout cas, vous avez comme projection de faire, comme objectif. Et on le répétera jamais assez, hein, c'est vraiment d'écouter les employés, et voilà, que ce soit du NPS ou faire des sondages, etc. Le but, c'est de comprendre l'ADN et la culture des personnes avec lesquelles vous évoluez et de savoir comment trouver. Enfin, là, je voyais dans les résultats du sondage, beaucoup ont répondu trouver le bon dosage. Et le bon dosage, il dépend des entreprises, il dépend de la culture, il dépend de l'ADN globalement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un seul modèle. Il faut itérer petit à petit et voir ce qui marche pas, essayer de tourner un peu tous les boutons et de se rendre compte de quelle est la meilleure configuration possible. Et moi, je mettrais juste un petit warning de faire attention parce que ça peut très vite arriver. Ulysse, tu parlais des execs qui étaient au bureau en physique quasiment toute la semaine. Il faut faire très attention à créer un système avec des employés de première et des employés de seconde zone, entre ceux qui viennent 3-4 fois par semaine au bureau et ceux qui viennent voire des fois pas au bureau de la semaine, et de faire attention à ce que les personnes qui soient le plus là soient considérées comme étant productives et à qui on va donner des promotions et faire grimper les échelons, versus ceux qui sont pas là, parce que c'est toujours plus facile de se rendre compte que quelqu'un travaille quand il est présent et que quelqu'un ne fait rien quand il est à distance. Et ça, c'est un modèle, dans le modèle hybride, c'est l'une des choses à laquelle je pense qu'il faut faire extrêmement attention, parce que la personne, elle va déjeuner avec son manager, elle va être présente pour les team building, il va y avoir forcément des ponts qui vont se créer. Si le manager et l'exec est là tous les jours, il y aura des ponts qui vont se créer. Et c'est pour ça qu'un modèle hybride ne peut être correctement appliqué que si les managers et les execs, eux aussi, sont en hybride. Parce que s'ils sont en physique, ça peut créer d'énormes dissensions sociales, en fait. Je rebondis là-dessus, c'est extrêmement vrai. J'ai rencontré pas mal de personnes qui venaient au bureau parce qu'ils me disaient bon bah là il faut que j'y aille parce que j'ai besoin que mon manager me voie quoi. Et c'est du rôle du manager de rassurer les équipes pour dire en fait je vais pas vous juger là-dessus quoi. Et c'est vraiment le rôle des execs et des managers de faire ça. Donc complètement intéressant. Christophe nous dit avec le télétravail je contrôle plus mes collaborateurs, mon référentiel s'écroule. Help. Yes, Christophe, on a remarqué ton point. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est premier degré ou deuxième degré, mais dans tous les cas, on va en parler pendant les QA. On va essayer de t'aider pour ton sujet. Provocation. Ça marche. Bon, on en parlera quand même.
Trop Ok, bien. trop cool. Trop bien, mais du coup, tout ce que vous dites, c'est super. Je pense que c'est assez inspirant et je pense que voilà, ça fait émerger des réactions aussi, aussi dans le chat. Et on en parlait en fait un peu plus tôt. On parlait de créativité, on parlait des choses qu'on a pu gagner, les choses qu'on a pu perdre aussi du fait du présentiel et du distanciel. Et quels sont vos conseils aujourd'hui ou vos retours sur la question comment on fait pour garder une capacité d'innovation, de collaboration et de sérendipité forte en distanciel et en présentiel du coup. Ouais. Alors, ça a été, enfin, globalement, ce que tu viens de dire, c'est notre mission. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens se rencontrent au même endroit, au même moment. Parce que l'une des plus grosses problématiques du modèle hybride, même s'il y a mille et une choses positives, c'est que potentiellement, si demain, dans votre entreprise, on vous donne 3 jours de télétravail à 100% des collaborateurs, bah, vous pouvez ne plus jamais rencontrer votre collègue pendant toute votre vie. Parce que mathématiquement, si vous n'êtes pas là du lundi au mercredi et la personne du mercredi au vendredi, bah, vous allez vous rater ad vitam aeternam. Et ça, c'est quand même, ça fait peur parce que on est des êtres humains, on est des créatures sociales, on a besoin de se voir pour la créativité, mais même tout simplement pour se sentir bien. On parlait tout à l'heure des burn-out. Globalement, moi, en tant qu'employé, quand je suis dans une entreprise, c'est parce que je me sens bien par rapport aux valeurs de l'entreprise, aux missions, parce que les collègues, je passe plus de temps avec eux potentiellement qu'avec mes parents ou qu'avec ma famille. Donc j'ai besoin d'être avec des personnes qui m'inspirent, avec lesquelles je me sente bien. Et donc dans un monde hybride, l'une des plus grosses problématiques, c'est l'aspect social et c'est l'aspect créativité. Donc nous, ça a été vraiment notre toute première idée, c'est, OK, il y a 3 problèmes à régler, et si il y en a un des 3 qu'on ne règle pas, le modèle hybride ne peut pas fonctionner. Donc la toute première partie, c'est l'engagement. Donc il faut faire en sorte que les personnes puissent tout simplement être engagées avec la solution qu'on va créer, donc donner l'information. La deuxième, c'est la visibilité. Donc une fois que j'ai donné l'information, il faut que je puisse la donner non pas que pour aujourd'hui, mais pour aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine en cours, la semaine prochaine. Et donc une fois que j'ai de l'engagement et de la visibilité, le meilleur moyen après, derrière, pour pouvoir créer toutes ces sessions créatives, cette sérendipité, c'est de pouvoir planifier. Donc s'il m'en manque un, donc si j'ai pas d'engagement et que j'ai de la visibilité sur rien et que je planifie, ça marche pas. Pareil, si j'ai un engagement et que je planifie mais que j'ai pas de visibilité, ça fonctionne pas, etc., etc. Donc nous vraiment, s'il y a vraiment 3 choses à créer enfin en tout cas à garder pour que le modèle hybride fonctionne, c'est de faire en sorte que les collaborateurs aient envie et rentrent l'information de où est-ce qu'ils ont envie de travailler, qu'ils puissent donner cette information-là aux autres et qu'une fois que tout le monde a joué le jeu, on puisse planifier après une rencontre. Et d'ailleurs, elle peut avoir lieu dans les bureaux, elle peut avoir lieu en dehors des bureaux. Et puis, même là, on parlait de Work Adventure tout à l'heure dans les commentaires, elle peut même avoir lieu à distance. Peut-être que l'information, c'est tiens, je suis en remote, toi aussi, viens, on s'appelle sur Zoom, sur Teams, sur n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est que télétravail, pas télétravail, on a besoin d'engagement, de visibilité et de planification pour recréer ces sessions de brainstorming. Et pour maintenir le lien social, merci Christophe. Yes, carrément. Excuse-moi, Ulysse, votre recommandation dans l'hybride, c'est d'imposer 3 jours à tous en présentiel? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est que globalement, la moyenne se trouve entre 2 et 3 suivant les entreprises. On a des entreprises qui sont à 2,2 en moyenne, 2,5 jusqu'à 3. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 2,5 et plus, on peut rater d'autres collaborateurs à vie. Donc moi, c'est pas ma recommandation. Moi, dans mon entreprise actuellement, on est sur du 4 jours en télétravail, ou 3,5 des fois. Mais c'est parce qu'on est petit, qu'on est encore assez en early stage, on est assez jeune. Mais globalement, ce qu'on voit dans les entreprises qu'on accompagne, nos clients, c'est entre 2 et 3 jours à la carte. Ouais. Complètement marge en son tête aussi. Ouais, tu l'as dit et on en avait parlé ensemble. Et c'est aussi quelque chose qui est très important. Tu avais parlé d'événementialisation des bureaux. Ça y est, je l'ai bien dit, je suis trop content. Après avoir essayé de le dire plein de fois, c'est important. Je pense que c'est exactement ça. Ça veut dire que quand les gens vont revenir au bureau, ça vaut le coup de les animer. Si on veut faire l'extra miles en tant que boîte, ça vaut le coup de dire, OK, vous venez au bureau, mais du coup, les bureaux sont prêts à vous accueillir pour un sujet particulier. Et ça peut être par rapport à l'innovation, ça peut être par rapport à la créativité, ça peut être par rapport aux échanges. Donc, ça vaut le coup en tant que responsable RH, en tant que responsable de l'engagement, etc., vous avez plusieurs postes ici, de vraiment réfléchir à quand les gens vont venir au bureau, comment on repense l'expérience du bureau pour que les gens puissent dire, OK, tu commences, il y a le petit déj qui est prêt, peut-être que tout le monde va se réunir dans la salle principale et on se dit qu'on commence qu'à partir de 9h45 et comme ça,
les gens arrivent à 9h30, ça devient un nouveau rituel de pouvoir tous discuter et de partager ça. Il peut y avoir un petit pitch des fondateurs. Ça peut être un moment aussi où on prévoit, il y a un calendrier des pitchs des différentes équipes pour dire sur quel projet ils sont en train de travailler. Du coup, ça pousse les gens à venir parce que ça va être un moment sympa, ça va être un moment de partage, etc. En gros, il y a deux choses qu'il faut garder en tête. Bon, ça, c'est les deux enjeux. C'est comment est-ce qu'on conserve les liens, les interactions inter-équipes et comment est-ce on va les motiver à revenir. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment repenser l'expérience comme ça. Donc ça, c'est inter-équipe. Donc voilà, il peut y avoir des pitchs prévus, etc. Il peut y avoir le fameux Thanks God It's Friday de Google où, par exemple, tous les vendredis, matin ou après-midi, tout le monde s'est réuni. Il y a un pitch des fondateurs, par exemple, qui disent voici cette semaine ce qu'on a réussi à faire. Peut-être que là, on met en avant certaines initiatives qui ont été prises, ou alors après, on va faire un atelier pour continuer à travailler sur un sujet interne à l'entreprise, donc qui peut être fait en présentiel, c'est peut-être mieux en disant, voilà, on doit améliorer la manière dont on innove, par exemple, justement, ou alors on développe des offres, ou la manière dont on fonctionne ensemble. Donc ça peut être intéressant. Ça me fait penser aussi à la rétro. Nous, par exemple, on fait une rétro par mois. C'est une rétro où il y a toujours le rituel, on sort des bières, on sort des M&M's, bref, on a un petit jeu pour animer des rétros avec des bières et des M&M's, c'est assez sympa. Mais du coup, même quand on se dit, ah demain on fait du télétravail, on se dit, ah non, en fait demain c'est la rétro, ça va être un moment sympa, on vient. Voire même parfois on n'est pas là le matin et on vient l'après-midi pour faire la rétro parce que c'est un moment qui est sympa en fait. C'est pas juste une réunion, ça va être un rituel, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et d'autres exemples qui sont importants. Je ne sais pas si vous avez mis en place des OKR dans votre entreprise, mais si vous mettez en place des OKR, donc en gros, c'est des objectifs par quarter, où il y a un moment où on célèbre la fin du quarter et on célèbre le début d'un nouveau quarter, c'est un peu. Et ça, c'est intéressant de le faire on-site, comme ça, il y a toujours un pitch de présentation. Voici ce trimestre qu'on a réussi à faire, voici les avancées, voici quels sont les objectifs du nouveau trimestre, on travaille dessus peut-être sur une demi-journée. Et ça va faire en sorte que ces moments d'innovation, ces moments d'interaction, ils vont quand même être préservés. Et c'est très important d'y penser. On ne peut pas juste attendre que les gens reviennent, alors qu'en fait, ils auraient pu être chez eux et ça n'aurait rien changé. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Et autre chose que nous, on fait, par exemple, le lundi et le mercredi, on fait du sport tous ensemble. Du coup, quand on doit choisir nos jours de télétravail, on dit, ah, lundi, je ne viendrai pas. Ah non, en fait, il y a sport. Et en fait, le lundi, on ne vient pas que si vraiment on est obligé, parce qu'en fait, ça nous fait plaisir de faire du sport et on n'a pas du tout envie de le louper. Ça peut être du sport, ça peut être une bière, ça peut être du yoga le midi, enfin, peu importe. Il faut arriver à trouver ces petits moments culturels qui vont faire que le travail hybride va s'ancrer dans tous les cas. On ne va pas échapper au travail hybride. Les boîtes qui vont obliger les employés de revenir tous les jours, ils vont être beaucoup moins attractives que les boîtes, leurs concurrents qui disent ouais, en fait, on a une stratégie hybride qui est sympa. Et en plus, quand on vient, vous allez voir, ça va être super cool, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et encore une fois, au-delà de juste proposer une expérience pour proposer une expérience, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir la sérendipité. Donc, sérendipité, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. La sérendipité, c'est, alors j'ai pas la définition exacte, donc peut-être Tom, tu pourras me reprendre, mais c'est comment est-ce qu'on crée un environnement où il va y avoir des choses qui vont émerger par elles-mêmes de manière un peu aléatoire. Par exemple, j'ai rencontré telle personne, on a discuté, on s'est rendu compte qu'on s'entendait vraiment bien. Et en fait, 2 mois plus tard, on part sur un projet qui est ensemble. C'est un événement positif lié au hasard. Exactement, merci. Donc, il y a un vrai enjeu business derrière ça. Si on reprend les exemples, moi j'aime bien ces exemples-là parce qu'ils sont très marquants. Tous les grosses choses qui ont été développées par Google, mais c'est aussi certainement pareil dans votre boîte, à chaque fois, c'était 2 personnes qui se sont rencontrées et qui ont créé Gmail. 2 personnes qui se sont rencontrées et qui ont créé AdWords, etc. Alors, à d'autres niveaux, c'est certainement arrivé dans toutes les boîtes, mais créer ces liens entre les personnes, créer ces connexions, et du coup, les designer en tant que responsable RH, par exemple, en responsable engagement, peu importe, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir développer des avantages concurrentiels, des assets business à moyen et à long terme. Donc, c'est extrêmement important de garder ce lien, et ça ne se fera pas tout seul, parce que c'est clair que quand on est chez nous, on rencontre beaucoup moins de personnes. On parle de connexion et du coup, toute la question de la créativité, de la coordination, forcément,
ça fait une transition parfaite vers ta démo, Tom, là, qui est bien attendue pour comprendre et voir de nos yeux ce que c'est Café et comment ça fonctionne. On te laisse la main, du coup, si tu veux nous partager ça. Yes. Dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est bon, on voit. On voit. Génial. Alors, petit disclaimer, là, ce que vous allez voir, c'est des vraies datas d'une vraie société qui utilise Café, mais on a activé un mode anonyme pour que vous n'ayez pas les informations personnelles des personnes. On respecte la RGPD dans notre société. Donc, globalement, comment est-ce que les entreprises aujourd'hui utilisent Café? Ce que vous pouvez voir ici, donc c'est la version web, mais on a aussi une application iOS et Android. L'idée, c'est qu'il y a 2 bâtiments principaux dans cette société, donc qui est l'IFEN. Il y a le bâtiment principal et il y a l'annexe. En fait, quand on clique et qu'on sélectionne une office, on va voir automatiquement le taux de remplissage se mettre à jour avec 3 codes couleurs. Donc vert, il n'y a pas beaucoup de monde. Orange, il commence à y avoir pas mal de monde. Et quand on est rouge, c'est qu'il y a quasiment plus de place. Donc ces informations-là, elles sont vraiment à un niveau très macro. Et ça va me permettre, moi, de comprendre en tant qu'employé, OK, quel est le jour le plus intéressant pour que je vienne au bureau? Donc là, j'ai l'information du taux de remplissage, mais je vais aussi avoir l'information du pourcentage des gens de mon équipe qui sont là, donc ce qu'on appelle le team attendance. Et donc là, sur le bâtiment principal dans l'équipe RH, je me rends compte qu'il y a à peu près 25% de l'équipe RH qui va être présent ce jour-là. Donc c'est peut-être le jour où il y a le plus de monde au bureau, mais si moi j'ai envie de voir des gens de mon équipe, le jour le plus intéressant au final, c'est peut-être demain. Donc je vais cliquer sur jeudi et je vais avoir la liste de qui est où. Donc là, j'ai une personne qui est on the go, 57 qui travaillent en télétravail, 11 qui sont en congé, 5 qui n'ont pas cédé leur statut. Et là, je vais avoir la liste des bâtiments, donc bâtiment principal et annexe. Et lorsque je vais cliquer dessus, je vais pouvoir voir qui se trouve dans quel espace. Donc là, on a un bâtiment de 80 personnes, mais qui au final est divisé en plusieurs espaces. Donc on a un open space de 60, puis au rez-de-chaussée, une zone de 8, au premier, une zone de 8, au deuxième, une zone de 4, etc. etc. Et donc toutes ces informations-là, moi, je vais pouvoir après rentrer en détail dans qui est là. Là, par exemple, Dave, c'est assez intéressant. Le matin, il est au bureau, mais l'après-midi, il est en télétravail. Donc, j'ai déjà l'information, si je clique sur lui, qu'il va avoir un agenda qui est assez particulier parce qu'aujourd'hui, il est en remote. Mais demain, il est le matin au bureau et l'après-midi en télétravail. Donc, toutes ces informations-là, elles sont disponibles à l'intégralité des collaborateurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement pour les admins. On a vraiment accès à ça en tant qu'employé pour pouvoir mieux prendre une décision. Donc, prendre une décision, ça veut dire que je vais devoir juste changer rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais prendre une décision, chez nous, c'est un clic pour une journée. Donc, par exemple, là, j'ai une semaine à remplir. Donc, cette semaine du 14 au 18, je vais cliquer sur aujourd'hui, mercredi. Je vais choisir est-ce que je travaille de Paris, San Francisco, New York ou alors d'un autre endroit. Donc, depuis la maison, depuis un WeWork, ou alors simplement je suis malade ou je ne travaille pas. Et toutes ces informations-là, elles vont automatiquement être ajoutées pour que n'importe qui de ma team puisse le voir. Et quand je suis en télétravail, je vais même pouvoir préciser est-ce que je travaille de Toulon ou potentiellement de New York. Et le fait que cette information-là soit transparente, accessible à tous, c'est ce qui permet demain aux collaborateurs de pouvoir s'organiser et de créer de la sérendipité. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a 50 personnes cet été de votre équipe qui vont être à Marseille ou en tout cas en Côte d'Azur parce que tout le monde va télétravailler depuis un autre endroit que Paris parce qu'il fait trop chaud et que c'est pas cool d'être sur Paris. Et l'idée de notre solution, c'est qu'on puisse créer des rencontres dans le bureau, mais aussi en dehors. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on récupère l'engagement, la visibilité et la coordination de qui va être où pour pouvoir créer des rencontres. Tout ça avec une solution extrêmement simple où là, voilà, en 5 clics, je vais setter tout simplement ma semaine et je vais pouvoir avoir l'information de comment je veux rencontrer quelqu'un, soit de ma team ou potentiellement quelqu'un que j'aime bien. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la team marketing, mais peut-être qu'il y a quelqu'un de la compta que j'aime bien et j'ai envie de savoir quel jour cette personne-là va être au bureau pour pouvoir se voir. Donc voilà, on a aussi la partie qui est assez intéressante pour les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre une entreprise. Donc on a une partie directory où je vais pouvoir voir les gens de l'équipe produit ou les gens de l'équipe RH ou les gens de l'équipe tech. Ce qui me permet, moi, en tant que nouvel arrivant, de comprendre comment sont structurées les équipes et d'avoir un peu une notion de trombinoscope, d'avoir des visages à mettre sur des postes ou des équipes. Ce qui est assez intéressant, surtout dans un modèle hybride où je peux passer, moi, en tant que nouvel arrivant dans une entreprise, peut-être 3, 4, 5, 6, 12 mois sans rencontrer les gens de mon équipe ou même les gens de mon entreprise. Et c'est quelque chose qui est assez difficile en fait pour quelqu'un qui vient rentrer dans une boîte. Et nous, sur nos études, on se rend compte que l'engagement de l'employé se fait sur les 30 à 90 premiers jours. Donc les 3 premiers mois sont les plus importants. Et pour éviter du churn, c'est vraiment essentiel de faire en sorte que les nouveaux employés se sentent
fasse partie de l'équipe et des effectifs. Donc tout ça, c'est la solution, comment elle fonctionne. Ce qui est assez intéressant, c'est que basé sur les discussions qu'on a eues avec des équipes RH, des équipes Workplace, des équipes IT, on s'est rendu compte qu'en dehors du fait d'avoir juste de l'engagement, le plus important, c'est d'être intégré avec d'autres solutions. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on a beaucoup passé de temps à s'intégrer avec des outils comme Slack, comme Teams, comme Google Agenda ou comme d'autres solutions de SIRH comme Payfit, Luca, Workday ou Bamboo HR pour tout simplement récupérer le maximum d'informations aux endroits essentiels, nécessaires et éviter pour les entreprises d'avoir un énième outil en plus sur lequel on va devoir passer des heures à faire le paramétrage, que les employés ne vont pas comprendre et vont devoir rentrer leur congé et dans leur outil de RH et dans le café, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a voulu penser dès le premier jour parce qu'on est vraiment en train de designer le produit que nous, en tant qu'employés, on aurait voulu avoir et d'avoir l'expérience la plus simple possible parce qu'on sait très bien qu'un outil qui n'est pas simple ne va pas être utilisé et donc il n'y aura pas d'engagement. Et qui dit pas d'engagement dit pas de visibilité. Qui dit pas de visibilité dit pas de meeting au final et donc une solution qui ne sert à rien, que ce soit un spreadsheet ou notre solution. J'ai essayé d'être court parce que le temps presse et je voulais avoir du temps pour les questions-réponses. Je peux encore rester un peu en partage d'écran si jamais il y a des questions, mais sinon, j'ai fait un premier tour. Trop bien, bah franchement, je n'avais pas vu encore de l'intérieur comment ça se modélisait, donc super intéressant. Ouais. Et donc la dernière partie qui peut intéresser, c'est la partie data. Donc c'est de comprendre l'usage des bureaux en fonction de l'usage de vos collaborateurs, donc de savoir les taux de remplissage des bureaux, à quel point le produit est utilisé, donc à quel point les gens rentrent leur statut, la distribution de votre workforce, donc quel jour dans la semaine les personnes sont plus en télétravail, au bureau, sont en congé, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment l'information qu'on donne accès, à laquelle on donne accès pour nos clients et qui puissent exporter ces datas-là de manière totalement, dans leur intégralité pour mieux comprendre aussi après derrière et consolider ça dans des fichiers Excel. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Yes. Trop bien. Trop bien, trop bien. N'hésitez pas à poser des questions, sinon moi c'est moi qui vais les poser. Donc allez-y surtout. J'ai plein de questions. Julie nous dit très smart, donc je pense qu'il va peut-être y avoir des curieux, des intéressés. Ouais, je parlais avec justement le cofondateur de Work Adventure hier. On discutait justement sur le fait qu'il y avait certainement des liens assez intéressants sur comment est-ce qu'on réconcilie un virtual office, parce que c'est ce que fait Work Adventure, et justement une solution de coordination des équipes pour comprendre tout simplement dans le temps qui va être quand et où. Qui va être où et quand, pardon. Il y a une question de Sarah. Est-ce que les employés n'ont pas l'impression de devoir pointer comme à l'usine? Alors, je sais pas. Alors, on a réfléchi à cette problématique-là depuis le début. Et c'est pour ça qu'on n'est pas une solution de flicage, on n'est pas une solution de tracking. C'est 100% déclaratif. Et tu peux préciser l'information de la ville d'où tu travailles en télétravail, mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux remplir tes statuts, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, l'idée, c'est vraiment que si tu le remplis, c'est pour tes collègues. Ce n'est pas pour les top managers ou la direction. C'est vraiment pour t'organiser et savoir, OK, quel jour tu préfères venir la semaine prochaine? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est le jeudi? Est-ce que c'est le mercredi? On s'est dit que s'organiser sur 5 jours de la semaine, si on prend 10 personnes, c'est comme si demain, vous preniez 10 personnes et qu'il fallait commander une seule pizza au restaurant et tous s'accorder sur la même chose. Donc, entre les personnes qui ont des goûts un peu particuliers, des personnes qui ont des régimes un peu particuliers, etc., c'est impossible. Et nous, notre idée, c'est de faire un peu comme un doodle, c'est de faciliter la prise de décision et de donner le maximum de data pour prendre la décision. Ouais, je pense, d'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais c'était aussi important de le dire, quand vous allez choisir votre stratégie de travail hybride, que vous soyez manager, exec ou même quand vous l'adoptez en tant que team member, c'est important que ça se base sur la confiance. Et donc, en fait, à mon sens, nous, on l'a pas utilisé parce que l'équipe est trop petite, honnêtement, pour le faire et on discute directement sur WhatsApp. Il n'y a pas besoin d'avoir ce genre d'outils au moment. Mais c'est normal, en fait, que tu saches qui dans ton équipe va venir. Et en tant que même membre de l'équipe, il faut aussi assumer le fait que cette semaine, je fais que du télétravail et du coup, ça va engager des discussions. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit basé sur la confiance. Et au moins, ça a l'avantage, à mon sens, tel que je la vois,
en tant que si tu choisis une stratégie de travail hybride, donc par exemple, les gens doivent venir 2 jours par semaine, le jour qu'ils veulent, par exemple. On choisit cette stratégie-là. Si on n'a pas de spreadsheet ou si on n'a pas un outil comme Café, il n'y a aucun moyen de savoir si ça fonctionne ou pas. Et du coup, c'est vraiment un espèce de contrat de confiance, en tout cas, je le vois comme ça. OK, on vous donne une stratégie de travail hybride qui vous correspond à vous, employés, et à vous, managers, etc. Mais derrière, on a besoin de pouvoir avoir de la data pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Donc, je pense que c'est très mature, au contraire, de pouvoir utiliser ce genre de choses. Et on l'utilisera quand on sera plus. Le côté pointeuse, on y a pensé et justement, on fait très attention à ce que ça ne devienne pas. Voilà, j'ai travaillé de 8h à 19h, j'ai été ici, j'ai été là. Parce que nous, en tant qu'employés, c'est vraiment pas du tout ce qu'on aurait aimé avoir. Donc, on essaye de répliquer ce qu'on aurait voulu avoir, tout simplement. En tout cas, merci Sarah pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ce soit pour mettre en place votre stratégie ou alors pour implémenter un outil ou pour challenger l'outil que vous a montré Tom. On peut en profiter le temps que les gens pensent à des questions. Après moi, sinon j'en aurai. On va vous partager un Typeform qui peut être intéressant. Le Typeform, il a 2 objectifs. Soit vous pensez que vous avez envie d'avoir besoin d'aide ou de conseils sur la mise en place de cette stratégie de travail hybride parce que vous sentez que c'est un enjeu, faut pas se louper quoi, c'est un enjeu important. Donc ça peut être la première raison pour laquelle vous pouvez remplir le Typeform. La deuxième raison, c'est si vous voulez avoir potentiellement une démo ou une discussion plus longue avec Tom pour savoir si dans votre contexte ça peut être implémentable. Donc le Typeform est dans le chat, n'hésitez pas à le remplir, on serait hyper curieux de savoir ça, soit pour avoir des conseils, soit pour avoir une discussion un peu plus longue avec Tom pour une démo dans votre contexte. Ah, il y a une question. Aussi. Alors, comment s'assurer que les équipes utilisent au max l'outil? Notification prévue chaque semaine via Slack, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte que les office managers, généralement, galéraient toutes les semaines à courir après les personnes pour remplir le fichier Excel. Et à force de discuter avec des office managers, on s'est rendu compte que le meilleur moment, c'était entre 14 et 15 heures le vendredi, de shooter uniquement aux personnes qui n'avaient pas rempli la semaine prochaine. Hey, petit reminder, tu as oublié de remplir tes statuts, est-ce que tu pourrais le faire? Et on s'est rendu compte que ça marchait extrêmement bien, de l'envoyer au bon moment et uniquement à une portion de population qui ne l'a pas rempli. Et donc aujourd'hui, par exemple, c'est le cas, on l'envoie à 15 heures toutes les semaines, le vendredi, uniquement aux personnes qui ne l'ont pas rempli, encore une fois, parce qu'on n'est pas un outil ni de tracking ni de spam. Ok, trop bien. N'hésitez pas, Laure et Sarah, n'hésitez pas à nous dire si la question correspond à. Enfin, la réponse correspond à vos attentes. Ah, Sandrine. Sandrine, vas-y. L'outil laisse une grande autonomie aux collaborateurs pour décider du distanciel ou présentiel. Néanmoins, ne faudrait-il pas demander l'autorisation de N+1? Alors, chez nous, ce n'est pas le cas. On travaille 100% avec des entreprises qui ne valident pas le fait de devoir demander à venir au bureau ou de devoir demander à faire un jour de télétravail. Donc, on est avec des entreprises qui font de l'hybride flexible, en sachant qu'il y a de l'hybride strict et de l'hybride flexible, selon nous. L'hybride strict, par exemple, j'ai vu dans le chat des personnes qui disent alors nous, on se rejoint que le jeudi au bureau. Donc, c'est hybride, effectivement, c'est un mélange des deux, mais c'est strict. Ce qui n'est pas mauvais, hein, ça peut être très bien d'être strict, il n'y a pas de souci. Mais nous, clairement, notre solution a été designée pour un modèle hybride flexible. Free for all. Et du coup, justement, est-ce que tu as prévu de la faire évoluer pour un modèle hybride strict? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ok. Et globalement, des personnes qui veulent le faire, en fait, peuvent le faire dans leur culture. C'est-à-dire que si vraiment dans la culture d'entreprise c'est nécessaire, la demande elle peut passer par Slack ou par un email ou par quoi que ce soit. Et on peut très bien imaginer que nous on a un outil par exemple de admin edit où un admin peut dire à quelqu'un qui s'est dit je vais au bureau, non en fait tel jour moi ça m'arrange pas que tu viennes parce que j'ai besoin de place donc je vais changer ton statut et automatiquement je vais te mettre en remote. Ça on le fait, mais c'est pas un flow de validation comme des congés par exemple. Ok, ça marche. Et Benoît, tu as beaucoup échangé. Moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton contexte non, c'est Christophe, pardon. C'est Christophe Benoît, excuse-moi. Ça va être quoi ton enjeu, l'enjeu pour toi dans ton entreprise? Je crois que tu es toi. Yes, Christophe qui est en train de répondre. Je nous écris.
Notre rockstar. En attendant, je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui se sont connectées sur le Typeform et qui commencent à le remplir. Donc, n'hésitez pas, je vous l'ai partagé dans le chat. Ça vous prend vraiment une petite minute pour savoir si de quoi vous avez besoin, en fait, que ce soit sur de la méthode, du conseil ou de l'outil pour mettre en place votre stratégie. Yes. Et merci Marjorie, à mercredi prochain. Et du coup... Après, c'est vrai que Christophe, je t'ai demandé une question qui peut être assez costaud à répondre dans le chat, mais en tout cas, alors, entreprise traditionnelle depuis 3500 salariés qui réfléchit à sa stratégie de télétravail dans les mois qui viennent. Donc, ok, exactement. Donc, écoute, si tu veux qu'on en parle, on pourra aussi en parler. Mais effectivement, plus la taille est grande, plus c'est stratégique d'avoir plus c'est complexe, plus c'est stratégique, et plus de toute façon il va falloir y aller. Le travail hybride, vraiment, on va pas pouvoir y couper, et ça va être très très compliqué de recruter la nouvelle génération en leur disant de venir toujours au bureau, sachant qu'on s'est rendu compte que les gens bossaient quand même chez eux. En tout cas, bosser autant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent aussi au bureau et qui ne bossent pas. Donc au final, c'est pas vraiment sur ça que ça va changer. Mais effectivement, et tu l'as dit, Tom, sur le long terme, on ne sait pas ce que ça va donner d'un point de vue innovation, etc. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment expérimenter et mesurer. Café est un outil de mesure aussi. Et ça qui va faire qu'on va pouvoir aussi justifier un choix. Si vous choisissez une stratégie qui est la stratégie A et vous mesurez, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à vos objectifs, etc., vous pourrez toujours proposer une stratégie B, mais en expliquant, voilà, on a fait une stratégie A, voici les stats. Du coup, on est obligé de faire une deuxième expérimentation, stratégie B, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire adhérer les équipes, les managers, etc. Have to go. Merci pour ce webinaire. Nous aussi, a priori. Merci beaucoup pour d'avoir participé. Merci beaucoup, Tom, d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un plaisir. Pour information, avec Tom, on se connaît depuis un certain temps. On joue au basket ensemble quand on était petits et on se suit depuis 10 ans sur nos projets respectifs. Et 17 ans. Ça fait vraiment plaisir. Il y a Caroline qui était là. Coucou, Caroline de Spring 5. Merci à tous d'être venus. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin dans le sujet, le Typeform est là pour ça. Puis voilà. C'est tout. Tom au basket meneur, oui, totalement. Je suis pas très grand. Bon, merci à tous pour votre participation. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Yes. Salut. Il y aura de prochains webinaires qui arrivent très rapidement pour Igo, donc stay tuned. Salut. À bientôt. Salut.